Bonjour à tous, nous sommes le 7 septembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site web à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, qui vous permet soit de nous aider mensuellement, soit ponctuellement, soit via la plateforme Hippoliink, où vous pouvez nous aider ponctuellement, voire acheter l'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Voilà, je vous mettrai bien sûr toutes les adresses en description de la vidéo. Et on va commencer avec votre partie favorite qui est la carte militaire. Alors, ça c'est la carte générale. Alors, ça bouge pas trop dans les régions de Soumy et de Kharkov. Par contre, là où ça bouge beaucoup, c'est ici, c'est Kupiansk. Kupiansk, où l'armée russe a déjà pris une partie du nord de la ville sous son contrôle. Alors, jusqu'où s'étend le contrôle, c'est encore discuté entre les troupes sur le terrain et certains analystes. Il est question que l'administration de la ville, donc le bâtiment de l'administration, serait déjà sous contrôle de l'armée russe, à vérifier, on attend. Mais en tout cas, cette zone-là, c'est sûr, est sous contrôle, et il y a une bonne chance pour que cette zone-là aussi soit sous contrôle de l'armée russe. Donc pour l'instant, ça sent très mauvais pour la garnison ukrainienne à Kupiansk. Et ça, je l'avais dit, une fois que les routes d'accès sont sous contrôle de tir ou de drone. Vous voyez la route qui mène ici, elle est beaucoup trop près de l'endroit qui est sous contrôle de l'armée russe. Ici, tout ce qui rentre ou qui sort se retrouve, bien entendu, attaqué par les drones russes ou par l'artillerie. Et puis, comme plus au sud, cette route-là a aussi été coupée ici, Kupiansk est désormais dans une situation, on va dire pas d'encerclement complet, mais en tout cas de semi-encerclement opérationnel. C'est très difficile de faire parvenir des provisions, des munitions, etc. Si on descend un petit peu plus au sud, l'avancée russe au sud de Regdokoub, qui est ici, provoque des gros problèmes pour toute la garnison ukrainienne dans le Donbass. Je vous explique. Ici, vous avez la ville de Slaviansk, que vous voyez ici au sud. Et là, au nord, on a donc Izium, qui est là. Cette route Slaviansk-Izium est désormais à portée des drones russes qui attaquent. Alors pour l'instant, pas encore de manière systématique, mais il y a déjà plusieurs camions militaires ukrainiens qui ont été détruits sur cette route par des drones russes. Donc là, ils sont en train de s'échauffer. Et dès que ils seront lâchés à pleine puissance, cette route va se transformer en route de la mort. Et le problème pour l'armée ukrainienne, c'est que si on descend un petit peu plus ici, vous vous souvenez, donc l'armée russe était avancée jusque là. Bon, là maintenant elle est à peu près à cet endroit-là. L'armée russe est maintenant à peu près au niveau de Kucherov Yar, donc cette partie-ci est repassée sous contrôle ukrainien. Mais la route qui passe ici, vous voyez, reste quand même très près. Donc l'artillerie et les drones russes peuvent attaquer la route Dobropolier-Kramatorsk. Donc ça c'est très mauvais. Et celle-ci n'est pas très loin non plus. C'est juste quelques kilomètres de plus. Pour les drones FPV, maintenant ça représente plus un grand obstacle. Donc si on continue à arriver à avancer au nord, toutes les grandes autoroutes menant à la région de Donetsk, qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, se retrouveront coupées. Donc déjà la route Izium-Slaviansk, c'est très mauvais. Cette route-là est de facto aussi sous contrôle de tir, et celle-ci, je pense que ça va pas tarder. Donc le résultat des courses, ça sent très mauvais. Qui dit plus de grosses autoroutes pour assurer la logistique, dit ça devient compliqué d'approvisionner la garnison qui se trouve dans cette région-là. Voilà. Alors en région de Seversk, on a eu confirmation
Donc là, c'est Seversk. On a eu confirmation que toute la forêt de Serebrianka, donc toute cette zone-là, là, qui est au nord, là, toute la forêt de Serebrianka est sous contrôle de l'armée russe. Donc tout ça, c'est pris. Tout ça, c'est pris. Alors, si on descend donc un petit peu vers Konstantinovka. Pour l'instant, Konstantinovka, pas de grands mouvements, du lissage de la ligne de front à certains endroits, prise de champs, prise de petites zones ou de positions, mais pour l'instant pas de nouvelles prises de localités à annoncer. Mais bon, vous voyez qu'ici, la situation pour les troupes ukrainiennes qui sont dans cette poche à l'est des Klebanbouik est assez mauvaise, hein, pour pas dire autre chose. Ici, on continue les combats pour Charkovo. Pour l'instant, pas de gros changements. Ici, donc comme je le disais, pareil, hein, on n'a pas trop bougé au nord de Pokrovsk. On a pareil des ajustements un petit peu au sud avec quelques champs libérés ici et là. Mais rien de, on va dire, d'extraordinaire. Par contre, là où ça bouge, c'est dans la partie sud. La partie sud, entre autres celle à la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, puisque l'armée russe a libéré les villages de Novosielovka qui est ici, et de Kharoshie qui est ici. Donc ces deux villages sont passés sous contrôle de l'armée russe. Donc on continue d'avancer en région de Dnipropetrovsk. Et près de Kamyshevacha, ici, là en fait tous les champs qui étaient autour là ont été pris sous contrôle de l'armée russe. Donc ici on a fini en fait de prendre le contrôle de toute la partie sud de la République populaire de Donetsk jusqu'aux frontières de la région. À mon avis, on va continuer à avancer. Et puis si on va en région de Zaporozhye, donc on a eu confirmation qu'effectivement Plavny est complètement sous contrôle de l'armée russe. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas marqué sur la carte comme tel, mais Plavny jusque ici, là entre autres, vers la ligne de chemin de fer, il y a une ligne de chemin de fer là. Toute cette zone-là, Plavny et une partie de cette zone-là est sous contrôle de l'armée russe. Et donc les combats actifs maintenant se font pour Stepnogorsk, qui est ici. Donc ça c'est la situation sur le front. Comme on peut le voir, pour l'instant c'est principalement du grignotage au niveau des champs pour lisser la ligne de front à certains endroits, quelques localités qui ont été libérées, mais c'est principalement ça. Alors concernant les négociations de paix, comme je vous avais dit, ça mène nulle part. Vladimir Poutine a invité Zelensky à Moscou, qui bien sûr a refusé, hein, et a dit que ce serait plutôt à Poutine de venir à Kiev. Bon, comme moi je l'ai dit en commentaire, faut se méfier de ce que tu demandes. Surtout quand t'es bien perché après avoir sniffé de la blanche. Parce qu'effectivement, il pourrait bien venir à Kiev, mais si tu veux, il sera pas tout seul. Hein, voilà. Ça risque de se faire avec l'armée russe, les chars, et puis après la prise de la ville. Donc méfie-toi, ne lance pas ce genre de défi à Vladimir Vladimirovitch, ça va mal se terminer pour toi. Très très mal. Voilà. Je parlerai très vite de l'initiative, de la fameuse coalition des volontaires, mais qui sont pas très volontaires, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'a raconté Macron, il n'y a pas 26 pays qui sont prêts à envoyer leurs troupes. Ils sont moins d'une dizaine. Les autres sont prêts à fournir soit des formateurs, soit de l'aide humanitaire, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc pour le déploiement de troupes en Ukraine, en réalité, ils sont 3 pimpins, dont les 3 États baltes. Je veux dire, les mecs peuvent fournir 20 soldats chacun, je veux dire, il y a de quoi se pisser de rire dessus. Non, c'est du délire complet, et sincèrement, ça n'ira nulle part. Puisque, comme l'a très bien dit Vladimir Poutine, qui l'a rappelé pour la
je crois qu'on doit en être au moins à la 36e fois, la Russie ne tolérera pas l'entrée de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. De manière officielle, je parle pas des mercenaires et autres instructeurs, hein, mais je parle vraiment de troupes. Vladimir Poutine a rappelé ce qui avait déjà été dit par lui-même, par Sergueï Lavrov, à savoir que si des troupes des pays de l'OTAN se déploient en Ukraine, elles seront considérées par la Russie comme des cibles légitimes. Ça veut dire, vous allez vous prendre des Iskander et des Kinjal sur la tête. Alors, je sais bien hein, que le petit surnom de l'armée française, c'est la Grande Muette, mais à un moment, est-ce que vous pourriez juste mettre de côté hein, le silence réglementaire pour aller dire à Macron d'aller se faire foutre voilà. Parce que, non, sinon il va vous envoyer une mort certaine, les enfants. Hein. Vous allez vous faire buter. Hein. Non, mais vous comprenez bien que même si vous êtes 20 000 contre l'armée russe, qui a, allez, 1,3 million, 1,4 million hommes, vous comprenez que vous allez vous faire bouffer quand même. Hein, que ça va mal se terminer pour vous. Donc, votre vie, je pense, vaut plus que le risque de perdre votre place, votre boulot en tant que soldat. C'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui choisissez. Mais moi, je vous recommande pas. Voilà. Ça va mal se terminer pour tous ceux qui seront envoyés. De toute façon, ça sera non. Aucune force de maintien de la paix ne peut être déployée dans une zone de conflit sans l'accord des deux parties. D'accord ? Donc si la Russie dit niet, ça sera niet. Et si vous essayez de les envoyer de force, ça va se terminer en boucherie. Voilà. Donc à un moment, là je pense qu'il est temps d'appuyer sur le bouton du siège éjectable de Micron Ier avant qu'il vous entraîne dans une 3e guerre mondiale. Parce que là, ça commence un petit peu à bien faire. Voilà. Donc c'est ça la situation. Ce week-end, on célèbre dans le Donbass la libération de la région. Hein. Puisque le 6 septembre 1943, la région était libérée par l'armée soviétique. Donc ça donne lieu, bien entendu, à un certain nombre de commémorations, cérémonies, dépôts de fleurs devant les mémoriaux, etc. Et donc ça reste, bien sûr, une date extrêmement importante ici. Les gens continuent de s'en souvenir, même 82 ans après. Voilà. Je vous retrouve vendredi pour le prochain Direct Stream. Je vous rappelle, j'ai posté sur Twitter et sur Telegram une sorte de sondage. C'est pas un sondage, mais on va tenter un nouveau format qui va s'appeler Réponse d'experts. Donc je vous ai demandé si vous aviez des questions concernant le sommet de l'OCS que vous souhaiteriez approfondir, c'est-à-dire avoir une réponse plus développée, plus détaillée que ce que je peux faire lors des directs. Et on vous fournira la réponse mercredi. Voilà, mercredi, la réponse sera publiée. Et on va faire ça chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, le samedi, je vous demanderai, voilà, si vous avez des questions sur, on va dire, le thème d'actualité le plus important de la semaine. Et on vous fournira une réponse le mercredi, d'ici le mercredi d'après. Le temps, voilà, de rassembler toutes les questions et de poser la question, soit un expert, soit Laurent ou moi-même, de répondre à ces questions. Voilà, voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain Direct Stream et le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.